Juste, je voudrais rappeler pourquoi le 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Parce que le 17 mai 1990, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Voilà, 1990. Laurent, juste un mot d'abord pour présenter Entrée payante. Qu'est-ce que c'est? C'est un collectif de citoyens, c'est bien sûr une structure juridique d'association, mais on tient à ce terme de collectif parce que c'est un rassemblement d'amis, de bonne volonté, d'idées diverses et variées sur ce sujet-là. Et c'est aussi au début un constat très simple d'amis entre nous qui ont découvert cette situation, notamment sur le plan international, et qui faisaient ce double constat qui peut aussi paraître un peu paradoxal. C'est qu'en même temps, on a le sentiment que les choses s'améliorent quand même, qu'il y a une sorte d'acceptation plus grande, notamment de l'homosexualité, à travers notamment les médias, à travers la politique, donc un sentiment d'amélioration comme ça de la situation, et en même temps, une grande vigilance qu'il faut avoir quand on regarde non seulement en France, mais également sur le plan international. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur les chiffres qui sont donnés là, 76 ou 80 pays qui punissent l'homosexualité d'une peine de prison ou d'une peine de mort, et également en France, je crois, beaucoup de violences physiques, verbales, psychologiques. Donc voilà, donc devant ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait aussi une sensibilisation du grand public sur ce sujet, et également de lever des fonds pour de la sensibilisation en milieu éducatif. Alors comment sensibiliser ce public? On a imaginé ce système, ce logo, enfin ce panneau signalétique, comme ça un peu provocateur, puisque c'est ce panneau rouge que vous voyez ici derrière qui doit être mis à l'entrée d'établissements dont l'entrée est gratuite, bien entendu. Donc une boulangerie, la FNAC, etc. Donc quand on arrive et qu'on voit ce panneau, le regard est attiré, parce que c'est un petit peu dérangeant. Donc on regarde et on a, il n'est pas sur celui-là, mais le vrai panneau, il y a l'information sur les 76 pays. Et donc on est attiré par ce regard, on a l'information. Et en deuxième temps, on peut nous aussi se mobiliser en envoyant à cette occasion un SMS et payer son entrée dans cet établissement qui est gratuit. Donc un concept un peu complexe, un peu poil à gratter, un peu difficile à comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on le retient. Et voilà. Et donc ça, des débats également organisés à cette occasion sur ce sujet-là. Et un appel. Et un appel, voilà. Cette année également un appel qui est soutenu, rédigé et conçu par Louis-Georges Pin, dont tu parleras sans doute, qui est le créateur de cette journée, et qui a fait un appel à la dépénalisation internationale universelle de l'homosexualité, qu'on fait signer par énormément de gens, qui est déjà signé par beaucoup de gens, qui est sur notre site internet et par beaucoup de personnalités. Ça va de Catherine Deneuve à Vanessa Paradis, en passant par Roselyne Bachelot ou Jamel Debbouze et Isabelle Huppert, qui signent cet appel qu'on va déposer bien sûr au ministère des Affaires étrangères, qui lui-même souhaite appuyer la demande de résolution à l'ONU sur ce sujet. Philippe Castelbon est condamné à un livre que tu as signé et une expo il y a un peu plus d'un an, qui essayait de donner un visage donc à cette homophobie dans le monde, mais un visage un peu particulier parce que c'est des photos où des gens se cachent. Explique-nous un petit peu le concept de ce livre, de cette exposition. Le concept est assez simple, c'est-à-dire que par les sites internet de rencontres, voilà, je voulais trouver une personne, un homme par pays qui puisse expliquer sa vie quotidienne dans son pays, se prendre en photo. Ce sont que des autoportraits. Et ceci est accompagné de la loi en vigueur dans le pays. Donc voilà, c'est un travail sur les pays où il y a une loi qui condamne l'homosexualité. Ça touche un vecteur important pour ces hommes Internet, parce que voilà, tu disais quand je t'avais interviewé pour YAG, nous on voit Internet, les sites de rencontres comme quelque chose de plutôt ludique, voilà, alors que pour ces hommes-là, souvent ces sites sont le seul moyen d'avoir un contact avec l'extérieur. Ils se mettent en danger, hein, ils se mettent en avant, et donc Internet est très important pour s'informer, pour mobiliser le plus rapidement possible un nombre important de gens. Oui, c'est-à-dire qu'en préparant le projet, donc ça m'a pris un an pour réaliser ce travail, donc à chaque fois avec tous ceux avec lesquels j'ai discuté, ils me disaient la même chose, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la sensation d'être tout seul, de se découvrir avec il y a d'abord la découverte d'une attirance, et donc de se sentir seul. Il y a ensuite souvent des tentatives de suicide,
le rejet, etc. Et ensuite, il y a la découverte d'Internet. Et la découverte d'Internet permet tout d'un coup de se dire, dans ma ville, je suis plus tout seul, et puis dans mon pays et dans le monde. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui change tout, qui a tout changé en fait, parce que avant Internet, on se sentait tout seul et on n'avait personne à qui en parler. Maintenant, avec Internet, ils peuvent discuter avec des gars de leur vie, enfin des hommes, des femmes de leur vie, ou de leur pays ou de l'étranger, et il y a beaucoup de connexions comme ça qui se font. Et moi, j'en ai connu plusieurs qui ont pas mal voyagé, parce qu'ils vont se rencontrer. Une fois, un Égyptien m'a dit qu'il tombait amoureux d'un Australien, qu'ils allaient se rencontrer en Turquie. Bon, voilà. Donc, et ils se sont rencontrés sur Internet. Et donc, voilà, ça a tout changé, oui, effectivement, ça a rompu l'isolement qui existait avant. Thomas Fouquet-Lapart. Thomas, bonsoir. Thomas, tu es le président de l'ARDIS. Alors, je vais dire ce que veut dire l'ARDIS. C'est l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. C'est une petite association, mais qui fait un boulot assez formidable. Quelles sont les missions de l'ARDIS? Alors, originellement, l'ARDIS est né sur le combat pour l'égalité des droits entre les couples mixtes, binationaux, hétérosexuels et homosexuels, puisque les couples homosexuels n'ayant pas accès au mariage, ils ont accès au PACS depuis 1999, mais le PACS ne donne pas de droit au séjour, dans la loi j'entends. Il n'en donnait pas et il n'en donne toujours pas dans la loi. Donc il y avait de fait, il existe d'ailleurs toujours dans la loi une discrimination entre le couple binational pacsé ou marié dans tout ce qui est accès au séjour ou au visa. Donc c'est là-dessus qu'est né l'ARDIS, parce qu'il y a un certain nombre de couples binationaux homo dont l'un des deux partenaires était sans papier, ou pas forcément sans papier, mais avait une problématique de séjour, et qu'ils se sont mis en collectif, puis ont créé l'association pour revendiquer ce droit. Donc ça, c'est le combat initial de l'ARDIS. Depuis 5-6 ans, on a vu taper à notre porte des garçons, des filles, qui aussi avaient d'autres problématiques, qui étaient envoyées par d'autres associations en droit des étrangers, pas homosexuels, par des associations homosexuelles, mais pas en droit des étrangers, par des avocats, toutes sortes de gens qui savaient qu'il y avait une association pour les gays, lesbiennes, étrangers. En gros, c'est comme ça que c'était résumé. Donc notre travail, ça consiste à accompagner les gens leur accéder à connaître la procédure, connaître leurs droits, éventuellement les aider à rédiger le récit de leurs craintes, puisque ça passe par un récit. Voilà, c'est tout ce travail d'accompagnement, de soutien. On est évidemment confronté quotidiennement à ce que c'est qu'une personne qui vient d'un pays où l'homosexualité est pénalisée, où la pénalisation est éventuellement appliquée, ou un pays où il n'y a pas de pénalisation, mais où l'homophobie est prégnante, et que même quelquefois il existe des pays avec des lois qui prônent la non-discrimination envers les homosexuels, mais où la situation quotidienne des homosexuels de manière générale leur interdit une vie quotidienne tranquille, parce qu'ils savent que la protection n'existe pas. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation internationale, ça s'améliore sur le plan international, ou que les droits de l'homme continuent à reculer sur ce plan-là, ou alors que c'est très pays par pays? Est-ce que vous qui êtes dans ce milieu depuis plus longtemps que moi, est-ce que vous voyez des solutions quand même s'améliorer? Ou alors, je pense qu'on vient de voir en Ouganda, ça se durcit, on passe de peine de prison à peine de mort, et que c'est plutôt ce sens-là malheureux dans lequel on va. C'est vraiment pays par pays. Il n'y a pas une amélioration ou une aggravation, en fait. Parce que, par exemple, dans le bouquin, dans le projet, il y a 51 pays qui sont représentés sur les 76, mais depuis que le livre est sorti, quand je fais l'exposition des photos, maintenant je dois enlever 2 photos, 2 pays qui sont l'Inde et les Fidji, qui ont dépénalisé l'homosexualité depuis. Donc par exemple les Fidji sont très très fiers d'avoir dépénalisé l'homosexualité, ils me disent qu'ils veulent être l'exemple de l'Océanie, quoi. Donc voilà, donc il y a des pays comme ça où il y a une dépénalisation, et puis il y en a d'autres où il y a une répression. Au Burundi, la loi est récente, alors qu'il n'y avait pas de loi contre les homosexuels au Burundi. En Ouganda, il y a toutes les discussions pour durcir la loi, pour passer de la prison à vie à la peine de mort. Donc ça dépend. Il y a des pays, je crois que c'est au Congo, je sais plus, il y a plusieurs pays d'Afrique qui n'ont pas de loi, qui sont en train de voir, même on a parlé du Rwanda l'année dernière, qui a envisagé de faire voter une loi, donc ça dépend vraiment, et voilà, c'est vraiment par pays, voilà, et quelles que soient les religions. On ne peut pas séparer la situation des homosexuels, des trans, de la situation aussi du pays. Je crois qu'aussi en Ouganda,
les homosexuels sont un peu les boucs émissaires pour cacher la situation du pays, la situation économique, voilà, les émeutes de la faim, etc. Donc on tape sur les minorités, c'est un bon moyen de faire diversion et de donner à la population le moyen de déverser sa colère, parce qu'on incite à la délation, etc. Donc dans les médias. Ce qui est très dur, par exemple, en Ouganda, c'est que c'est l'ensemble de la société qui est homophobe, c'est-à-dire c'est pas seulement les politiques, pas seulement les médias ou pas seulement les églises, c'est tous. Alors que peut-être au Cameroun, la situation est un petit peu moins dure parce que les politiques sont moins au devant là-dessus, c'est surtout les médias et les églises. Donc la situation est un petit peu moins violente et c'est un peu moins la chasse, même si c'est peut-être en train de tourner parce qu'il y a un projet au ministère de la Justice camerounais pour pénaliser dans la loi, parce que jusqu'à aujourd'hui c'est pas dans la loi, c'est une ordonnance, pas dans la loi votée par l'Assemblée. Donc c'est vrai que les situations dépendent aussi en fonction de... Par exemple au Sénégal, on sait que le gouvernement, le président peut peut-être être celui qui empêche que ça déborde trop, c'est plutôt les chefs religieux, voilà, qui sont les plus porteurs de cette haine. Donc c'est vrai que les contextes diffèrent en fonction de si toute la société est engagée dans cette lutte et dans cette chasse, ou moins. Et puis, pour revenir plus près de nous, il y a les pays des Balkans qui ont donc, pour entrer dans l'Union européenne, doivent adopter un certain nombre de lois et de textes respectueux des droits de l'homme et respectueux des minorités, etc. Donc qui ont engagé tout un travail là-dessus, comme en Albanie, au Kosovo, en Serbie, alors que la situation est encore loin d'être satisfaisante et qu'un certain nombre de personnes fuient ces pays-là parce que ils sont plus que harcelés, ils sont persécutés et que la police ne les protège pas et qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas aller porter plainte ou faire valoir leur droit. Contrairement à chez nous, où évidemment il existe beaucoup de violence encore, et peut-être plus d'ailleurs paradoxalement, parce que la visibilité augmentant, les violences augmentent aussi peut-être, mais on a quand même une police et une justice qui globalement je crois on peut le faire. Et, même s'il y a peut-être beaucoup de choses à en redire, mais fait quand même son travail.